Bombes volantes, le métro, un endroit menaçant, les voisins, des suspects potentiels. Imaginez, vous êtes président des États-Unis. Comment allez-vous combattre un ennemi inconnu, un ennemi introuvable? Comment livrer un combat quand les soldats sont recrutés dans le cyberespace? Quand vérité et mensonge se propagent à la vitesse de la lumière? Finalement, qui contrôle le message? Mais par-dessus tout, comment sommes-nous arrivés là? Et comment expliquer que nous avons tous été surpris par cette nouvelle ère d'amour, de haine et de propagande? Un mardi de février 1993. Un véhicule loué sillonne les rues de Manhattan. À bord de la camionnette, deux hommes, dont un Koweïtien formé dans un camp terroriste en Afghanistan. Ils transportent une bombe artisanale de plus de 600 kilos. Leur cible, le World Trade Center. Une puissante déflagration dans le stationnement souterrain de la tour Nord fait trembler les fondations. L'attentat devait faire s'écrouler les deux tours, l'une sur l'autre, mais le plan échoue. Le véhicule était mal garé. Bilan, 6 morts et plus d'1 millier de blessés. Les médias rapportent que c'est la première attaque terroriste aux États-Unis. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un message clair destiné aux Américains. Dans une lettre adressée au New York Times, les terroristes exigent que les Américains cessent de s'ingérer dans les affaires du Moyen-Orient et qu'ils retirent leurs troupes installées dans la région. Mais que faisait au juste l'armée américaine en sol arabe? Pour comprendre, il faut retourner au début de la décennie, au moment où l'Occident fait connaissance avec Saddam Hussein. C'est le dictateur sanguinaire de l'Irak qui sème la terreur au Moyen-Orient. Les Américains l'appuient lorsqu'il s'attaque à l'Iran, mais déchantent lorsqu'il emploie des armes chimiques contre la minorité kurde du pays. En 1990, quand il envahit son voisin, le Koweït, pour mettre la main sur ses importantes réserves de pétrole, Washington fait face à un dilemme. Les Américains doivent absolument réagir, à la fois pour protéger leurs intérêts, mais aussi pour soutenir leurs alliés, notamment l'Arabie Saoudite. Or, l'opinion américaine est très frileuse, elle a peur des interventions extérieures à cause du souvenir de la guerre du Vietnam. Il va donc falloir un électrochoc, une véritable opération de propagande en profondeur pour changer l'opinion publique. Cet électrochoc viendra du témoignage de cette jeune fille. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. Naria, une jeune Koweïtienne, dit avoir vu d'horribles atrocités dans son pays. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. Le problème, c'est que la jeune Naria n'était pas au Koweït au moment de l'invasion. Elle n'a jamais vu de bébé mourir. En réalité, elle est la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington et son témoignage a été inventé de toutes pièces. C'est la réputée firme de marketing Hill & Knowlton qui est l'auteur de cette mise en scène. Elle a été payée plus de 10 millions de dollars par le gouvernement du Koweït en exil. La firme Hill & Knowlton comprend que tous les moyens sont bons. Elle organise des manifestations publiques et répand même l'idée que Saddam Hussein est la copie conforme d'Hitler. La campagne est un franc succès, même que le président George Bush reprend les paroles de la jeune Koweïtienne.
babies pulled from incubators and scattered like firewood across the floor. Le prétexte est trouvé. La réaction politique est immédiate. The occupation of Kuwait will not stand. À Bagdad, Saddam Hussein prépare le peuple à la guerre et distribue des armes à toute la population, même aux enfants. Ammar Saïb a 14 ans à l'époque. Sa famille s'oppose à la dictature de Saddam, mais par peur de représailles, elle n'ose pas l'exprimer ouvertement. Ammar est quand même fier de recevoir sa propre mitraillette et un masque à gaz pour défendre les rues de Bagdad. J'ai été surpris de l'attitude de mon père quand il a vu mon arme et mon masque. Il m'a dit que cette arme était dangereuse, qu'elle pouvait causer la mort de quelqu'un. Il m'a demandé de la ranger et de ne pas l'utiliser. À ce moment-là, j'ai eu peur. J'étais bien loin de l'école. On se préparait à la guerre. L'opération Tempête du désert devient un grand événement médiatique. CNN, la nouvelle chaîne d'information continue, change complètement la manière de couvrir une guerre. No indication, no confirmation yet that this is indeed an attack. All right, Charles Jaco in Eastern Saudi Arabia. Thank you. Les émissions d'information arrivent en tête des codes d'écoute. Authorities have now said they will allow the media to return at a later stage. Hello, New York. This is Saudi Arabia. This is not a drill. Des journalistes comme le Canadien Arthur Kent de la chaîne NBC deviennent instantanément des vedettes. We've got sirens. Boston Globe. Les journalistes n'ont pas la même liberté qu'ils avaient au Vietnam. Ils ne sont même pas admis sur le terrain. Ils couvrent l'événement à partir de salles de conférence en Arabie Saoudite et ont droit surtout à des images fournies ou contrôlées par l'armée. I'm now going to show you a picture of the luckiest man in Iraq, right through the crosshairs. And now in his rearview mirror. Cela donne des reportages axés sur la nouvelle technologie militaire où on ne voit pas de mort. Ils veulent occuper les journalistes, leur donner en permanence des informations, de manière à ce qu'il y ait une belle esthétique de la guerre, une guerre qui fasse la publicité de la guerre, et ainsi pouvoir mener leur combat sans cadavre. Pour le jeune photojournaliste américain Ken Jareski, cette guerre aseptisée pose un sérieux problème. S'il veut des images, il n'a pas le choix. Il doit se rendre sur les lieux des bombardements. C'est sa première affectation en zone de guerre, mais il sait déjà comment contourner la censure. J'ai beaucoup travaillé à Washington, alors j'étais capable de faire des sourires. À Washington, on est toujours parqué comme dans un enclos. L'idée, c'est qu'on ne bouge pas trop et qu'on regarde tous dans la même direction. Ils voulaient faire la même chose dans le Golfe. En Arabie Saoudite, Ken Jareski se lie d'amitié avec les soldats et réussit à franchir les points de contrôle. C'est le premier journaliste à atteindre ce qu'on appellera plus tard l'autoroute de la mort. Lorsqu'il prend cette photo, l'officier de l'armée lui demande pourquoi. Si je ne fais pas de photos comme celle-là, ma mère va croire que la guerre, c'est comme au cinéma. The man was struggling as he's burning up. On voit cet homme en train de brûler et qui se débat. What that says, on voit que la guerre, c'est laid. War is ugly. C'est pour cela que ma photo est devenue l'image de cette guerre. The image has been tagged the face of war. En Angleterre, la photo de Jareski crée toute une controverse. Aux États-Unis, on la trouve trop choquante. Aucun média ne la publie. It made me angry because ça m'a enragé. Comme journaliste, j'essaie de montrer ce que les autres ne voient pas et de toujours dire la vérité. Do your best to tell the truth.
Plusieurs détracteurs ont parlé alors d'une guerre Nintendo parce qu'on ne voyait pas les combats au sol et on avait l'impression qu'il s'agissait d'une guerre propre. Dans les faits, ce que l'on sait, c'est qu'environ 100 000 personnes ont trouvé la mort dans le cadre de ce conflit au Koweït. Les Américains règlent le conflit militaire en 6 semaines. As far as I'm concerned, it's over. Saddam Hussein had better know it's over. La communauté internationale force Saddam Hussein à détruire ses armes chimiques et ses missiles. Mais Washington décide de laisser Saddam au pouvoir. Pour Ammar Saïb et sa famille, qui ont vécu l'horreur des bombardements, l'idée de continuer à vivre sous le régime de terreur de Saddam Hussein est impensable. Il y a eu un sentiment de tristesse, surtout dans les quartiers populaires où on espérait que Saddam allait tomber. C'est à ce moment qu'on a commencé à le critiquer ouvertement chez nous. Cela a marqué la fin de mon enfance. J'étais devenu une grande personne vivant dans un pays dirigé par un tyran. La vie du jeune Ammar n'a pas fini de se compliquer. L'Irak est placé sous un embargo total qui prive la population de biens essentiels. Et pour assurer la sécurité au Moyen-Orient, les Américains laissent un important contingent militaire en Arabie Saoudite. Cette décision sera très lourde de conséquences. La présence de soldats américains est la goutte qui fera déborder le vase. Elle enrage les islamistes radicaux, tout particulièrement un homme pour qui ces soldats sont une souillure sur la terre sainte de l'islam, l'endroit où est né le prophète Mahomet. Cet homme va lancer un appel au djihad, à la guerre sainte, qui sera entendu par tous les musulmans radicaux, au Moyen-Orient comme en Occident. Cet homme, c'est Oussama Ben Laden. Ben Laden connaît bien le djihad. Il vient d'en mener un contre l'envahisseur soviétique en Afghanistan. À cette époque, Washington l'appuie dans son combat. Lorsque les Russes se retirent de l'Afghanistan, ses anciens alliés lui fournissent une nouvelle cause en laissant leurs troupes en terre sainte musulmane. Ben Laden tire aussi une importante leçon de l'opération militaire Tempête du désert. Il disait que le fait d'avoir vu la guerre du Golfe à travers CNN, il a compris qu'on était dans une société de l'image et de la communication. Et à partir de ce moment-là, il va systématiquement chercher à travailler son image en amont, à contrôler tout ce qui se fait sur son image et par la suite à contrôler la diffusion. Originaire d'Arabie Saoudite, Ben Laden cultive l'image du conquérant à la manière des héros de l'islam. Il est grand, charismatique et surtout riche, très riche. Il n'est donc pas pressé. Pendant 7 ans, il consolide son réseau, Al-Qaïda. Puis, en 1998, il est prêt. Il fait sa première grande apparition médiatique. Sur la nouvelle chaîne arabe de nouvelles continues Al Jazeera, il déclare officiellement sa guerre sainte, un djihad contre les États-Unis. En très peu de temps, Ben Laden passe de la parole aux actes. Il attaque les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Et le USS Cole dans le port d'Aden au Yémen. Ben Laden est un terroriste d'abord du spectacle. C'est quelqu'un qui est très doué pour mettre en œuvre
le spectacle du terrorisme. C'est un metteur en scène du terrorisme. Malgré tous ces efforts, le message de Ben Laden ne passe toujours pas. Ces attentats lointains en Afrique suscitent peu de réactions. Il faut se remettre dans le contexte. À la veille du 11 septembre, Al-Qaïda non seulement est inconnu dans le monde occidental, mais dans le monde arabe, c'est une organisation extrêmement marginale. C'est une organisation même dont les objectifs peuvent paraître complètement farfelus à la plupart des musulmans. Et donc, il va leur falloir trouver un nouvel objectif, une nouvelle méthode pour essayer de devenir célèbres. Le djihad d'Oussama Ben Laden s'étend en Occident. Un réseau d'imams radicaux propage son appel. À Hambourg, un des plus radicaux, c'est l'imam Mohamed Fizazi. Nous devons égorger les juifs et les chrétiens. Le jeune étudiant égyptien Mohamed Atta est marqué par ce discours. Mohamed Atta est issu d'une famille musulmane modérée au Caire. Son père, qui a des ambitions pour lui, le prévient de se tenir loin des islamistes radicaux. Il s'agit d'un individu qui a eu une éducation tout à fait correcte, motivé, déterminé, avec donc une conscience politique, avec une certaine culture qui lui permettent d'avoir un avis politique assez tranché. Mohamed Atta subit tout un choc lorsqu'il se rend à Hambourg pour poursuivre ses études. Il est bouleversé par la richesse, le matérialisme et l'indécence de la ville, ce qui le rend d'autant plus réceptif au message de l'imam Fizazi. Quelque chose dans cet appel au djihad touche Mohamed Atta. Ça lui donne cette identité qui lui manquait avant d'arriver en Allemagne. Il se convertit et devient le passeur du message auprès de ses amis. Mes prières, ma foi, mes offrandes, ma vie et ma mort, je les dédie à Allah, Dieu de l'univers. Son domicile devient une plaque tournante pour les jeunes musulmans qui se nourrissent de propagande djihadiste qui circule clandestinement de mosquée en mosquée. Qui va haïr l'ennemi alors qu'il est avec l'ennemi. Et le fait de se trouver avec l'ennemi, de le haïr, va le radicaliser encore plus, ce qui fait qu'il va chercher, assez rapidement d'ailleurs, il va chercher à une solution pour se battre contre cet ennemi. C'est Oussama Ben Laden qui lui fournira la solution. Les deux hommes font connaissance dans un camp d'Al-Qaïda en Afghanistan, où Atta suit un entraînement spécialisé. Mohamed Atta est le candidat parfait pour diriger la nouvelle mission que le chef d'Al-Qaïda a en tête, de loin sa plus ambitieuse. Encore une fois, la cible sera le World Trade Center. Tôt le matin du 11 septembre 2001, Mohamed Atta se dirige vers Los Angeles à bord du vol 11 d'American Airlines. Quelques minutes après le décollage, en compagnie de 4 complices, il prend le contrôle du Boeing 767. Son avion, la première des 4 bombes volantes, percute la tour nord du World Trade Center. Breaking news to tell you about something we're just learning about ourselves here. Plane crash in the World Trade Center in New York. Écoutez, on a des images assez terrifiantes à vous présenter. Un deuxième s'enfonce dans la tour sud. Oh my goodness. Oh God, there's another one. Quelques minutes plus tard, un troisième frappe le Pentagone près de Washington. A plane had apparently collided with the Pentagon. Enfin, un dernier qui se dirige vers la capitale rate sa cible. I think we have a terrorist act. You can see large pieces of the building falling. You can see the smoke rising. Bilan, 3000 morts. Dans toute l'histoire des États-Unis, aucune attaque contre des civils n'aura été aussi dévastatrice. De son ranch au Montana,
Le photographe Ken Jareski voit la destruction du World Trade Center à la télé, comme des millions d'autres personnes dans le monde. Instinctivement, il prend cette photo. It's a very sad time. It's horrific. C'est un moment triste, terrible. Tout le monde est horrifié. We're all connected through mass media at this point. Nous vivons une expérience collective, tout le monde lié par la télévision. Everybody is experiencing this. Nous éprouvons les mêmes sentiments. La stupeur, la peur, la colère. Vibe, shock, fear, anger. Les attentats du 11 septembre 2001 relèvent de ce qu'on appelle le terrorisme spectacle, au-delà de la tragédie qu'ils ont représentée. Et pour Al-Qaïda, c'était également envoyer un message très très clair aux Américains qu'ils étaient capables de frapper n'importe quand, n'importe où, y compris en territoire américain. Bagdad, Amar Saïb apprend la nouvelle des attentats à la télé, contrôlée par l'État. يبث مشاهد لوولد تريد سنتر وهي ومشاهد للطائرات التي On nous présentait les images des avions qui s'écrasaient contre les tours comme étant une nouvelle positive, comme si c'était une revanche ou une victoire. كنا مذهولين وحزينين لأننا كنا نشاهد أناس يرمون بأنفسهم. Mais nous, à la maison, nous étions choqués de voir des gens se jeter en bas des tours pour ne pas brûler vifs. C'était très triste. C'était aberrant d'entendre le discours de Saddam Hussein. Il disait qu'il était triste de voir ce spectacle d'horreur, mais que c'était le résultat de la politique de Bush. Bush avait ce qu'il méritait. Bush والأمريكان يستحقون Bush يستحق ذلك. So take a look at a scene from Jerusalem not too long ago in which there is some celebration. Aux États-Unis, le jour même de l'attentat, on diffuse des images d'un groupe de Palestiniens qui fêtent la victoire dans un camp de réfugiés à Gaza. Les Américains ne retiennent qu'un seul message. L'ensemble du monde arabe se réjouit de leur malheur. La réaction était viscérale. Quand les Américains ont vu ces images, plusieurs ont dit « Il faut botter le cul aux Arabes ». Ibrahim Al-Marashi, américain et musulman, étudie à Oxford, en Angleterre. Lorsqu'il apprend que ce sont des musulmans qui sont responsables des attentats, il craint pour ses parents d'origine irakienne. Je me faisais beaucoup de soucis pour ma famille en Amérique. Plus rien ne serait comme avant pour les musulmans américains. Oussama Ben Laden voulait envoyer un message aux Américains pour les faire réagir. Le président George W. Bush confirme que cette fois, le message est bel et bien reçu. L'Amérique partira donc en guerre. Mais comment combattre un ennemi qui n'a pas de pays? Du jour au lendemain, George Bush fils se retrouve à la tête d'un pays en guerre. Freedom itself was attacked this morning by a faceless terror. C'est un président impopulaire, mais les attentats du 11 septembre font bondir sa cote de popularité. Patriotism is on the rise in the wake of this attack. Walmart is now saying it sold 450,000 American flags. Dans un élan de patriotisme, les Américains se rallient rapidement autour de leur chef. New York. Mr. Speaker, the President of the United States. Le 20 septembre, devant le Congrès, George W. Bush identifie l'ennemi.
c'est Oussama Ben Laden. Dans un discours qui définira sa présidence, il déclare la guerre contre le terrorisme. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. Either you are with us or you are with the terrorists. 3 semaines après les attentats du 11 septembre, George W. Bush passe à l'action. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Au même moment, Pat Tillman, jeune demi-défensif des Cardinals de l'Arizona, s'apprête à affronter les Eagles de Philadelphie. C'est à ce moment que Pat Tillman décide de tourner le dos à un contrat d'$1 million par année pour s'enrôler dans l'armée pour combattre Al-Qaïda en Afghanistan. Mon arrière-grand-père était à Pearl Harbor. D'autres dans ma famille ont combattu et moi je ne suis pas encore allé au feu. J'ai donc beaucoup de respect pour ceux qui l'ont connu. هو شيء يسير مما ذقناه منذ عشرات السنين. À peine quelques heures après l'annonce du président Bush, l'homme le plus recherché de la planète se montre pour la première fois depuis les attentats du 11 septembre. Dans une vidéo diffusée par la chaîne arabe Al Jazeera, Oussama Ben Laden dénonce les frappes américaines en Afghanistan. باسم الإرهاب فينبغي على كل مسلم أن يهب لنصرة دينه. Ben Laden, il a une connaissance intime du fonctionnement des médias et du système d'information occidental. C'est pour ça qu'il choisit le moment optimal pour intervenir et grâce à cela, il va pratiquement se hisser à un niveau de notoriété qui équivaut à celui de George Bush, c'est-à-dire le président de la plus grande puissance militaire mondiale. C'est ça qu'il réussit à faire à travers cette prise de parole au moment de l'offensive. قد قسمت العالم بأسره إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط كفر أعاذنا الله وإياكم منه. La plupart des Arabes ne voulaient pas suivre Ben Laden et Al-Qaïda. Mais la guerre de propagande ramenait tout à 2 choix tout aussi inacceptables l'un que l'autre. Les croyants ou les infidèles. For them, both of them were pretty abhorrent. America strikes back. NBC's Charles Sabine covered the start of tonight's attack from the deck of the U.S. aircraft carrier. En Afghanistan, les médias occidentaux n'ont pas accès au front, comme c'était le cas 10 ans plus tôt en Irak, pendant l'opération Tempête du désert. This is already running low on Taliban military targets to hit. À la télé américaine, l'impression donnée, c'est qu'il s'agit encore une fois d'une guerre propre. Mais ce n'est pas ce que voit le monde musulman. Ce que montre Al Jazeera, c'est que ce ne sont pas les coupables qui sont touchés, ce sont aussi des populations civiles innocentes. Et ça va fragiliser énormément la coalition et l'image des États-Unis dans l'opinion publique mondiale. Al Jazeera fait rager l'administration Bush. Le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, accuse la chaîne d'être un outil de propagande au service de l'ennemi. Most of the Taliban activity has been shepherding journalists around to things they claim caused civilian damage. We do not have information that validates any of that. Indeed, some of the numbers are ridiculous. L'administration Bush est dépassée par les événements. Elle va jusqu'à demander au réseau américain de ne plus rediffuser les discours que Ben Laden envoie à Al Jazeera. Le prétexte invoqué, Ben Laden pourrait faire passer des messages codés à des cellules dormantes d'Al-Qaïda aux États-Unis. Il y a beaucoup de médias américains qui ont accepté par patriotisme et parfois par crédulité de contrôler les images de Ben Laden et donc de ne pas diffuser les images de Ben Laden.
Certains sceptiques, notamment en Europe, voyaient dans les instructions, ou en tout cas la demande de l'administration américaine, une tentative de censure, empêcher l'ennemi de présenter son point de vue. Peu après, un missile américain frappe les bureaux d'Al Jazeera à Kaboul. Un accident, selon un responsable de l'armée. Les Américains n'hésitent pas à employer tous les outils de propagande, même les plus rudimentaires, pour retrouver Ben Laden. En Afghanistan, des millions de feuillets sont largués à tout vent. On offre, entre autres, 25 millions de dollars à quiconque aiderait à trouver le fugitif. Mais Ben Laden demeure introuvable. Il s'enfuit à dos de cheval vers les montagnes du Pakistan. Pendant ce temps, aux États-Unis, la population continue de vivre dans la peur d'une nouvelle attaque terroriste. Do you know a terrorist? Not long ago, this would have seemed... Washington diffuse à la radio des messages d'intérêt public. Stop and think about it. Information about suspicious activities involving aircraft, about stolen explosives. On demande à la population d'être vigilante, d'ouvrir les yeux. Now do something about it. Call Rewards for Justice at 1-800... Dans les aéroports, dans le métro, les fausses alertes se multiplient. Terrorism. Another case of anthrax of another type in another city. Une mystérieuse vague de lettres piégées à l'anthrax, la maladie du charbon, secoue le pays. On va même jusqu'à introduire un code de couleur qui maintient la population sur le qui-vive. Presently, the nation currently stands in the yellow condition, an elevated risk. La menace demeure omniprésente. Washington a besoin de frapper un grand coup. À Bagdad, Saddam Hussein est toujours au pouvoir. Et une dizaine d'années après son expulsion du Koweït, il tient toujours son peuple sur le pied de guerre. Ammar Saïb poursuit ses études à l'université, mais il est contraint à porter l'uniforme et à s'entraîner tous les jours après ses cours. Et maintenant, le régime qui l'attend en aversion le force à devenir interprète. J'étais triste, mais en même temps heureux d'avoir l'occasion de rencontrer des étrangers. Je pourrais leur dire la vérité, que ce ne sont pas tous les Irakiens qui aimaient Saddam. Mais j'avais peur aussi, parce que tous ceux qui avaient des contacts avec des étrangers étaient surveillés de près par les services de renseignement. Washington veut absolument associer Saddam Hussein à Al-Qaïda. Depuis la défaite de Saddam Hussein au Koweït, les inspecteurs de l'ONU parcourent en vain l'Irak à la recherche d'armes de destruction massive. Saddam, de son côté, tente par tous les moyens de gêner leurs efforts. If you forbid the Americans, and I must consider that to be a technical refusal to enter the site. Washington invoque ce prétexte pour lancer une vaste campagne de propagande visant à prouver que Saddam Hussein est un terroriste qui s'apprête à passer aux actes. You need to think about Saddam Hussein using Al-Qaeda to do his dirty work. You can't distinguish between Al-Qaeda and Saddam when you talk about the war on terror. What I have said is a fact. That there are Al-Qaeda in a number of locations in Iraq. Imagine a September 11 with weapons of mass destruction. And there are Al-Qaeda terrorists inside Iraq. Pourquoi l'administration Bush a voulu associer Saddam Hussein aux cellules d'Al-Qaïda et à Ben Laden? Les raisons sont sans doute multiples. Pour avoir la mainmise sur le pétrole, pour des questions géostratégiques, parce qu'on croyait que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Cette question, en fait, est toujours en suspens. We cannot wait for the final proof. The smoking gun that could come in the form of a mushroom cloud.
Le problème, c'est que, contrairement à ce que dit le président américain, il n'existe aucune preuve que Saddam Hussein possède des armes de destruction massive. Faute de preuves, on va devoir en créer. L'administration Bush coule au New York Times une fausse information voulant que Saddam Hussein possède des armes chimiques et qu'il tente de fabriquer une bombe nucléaire. Le matin même, à une importante émission de télévision, le vice-président Cheney cite ce même article. Le gouvernement a manipulé la presse de façon très habile. Si le quotidien le plus prestigieux du pays soutient que Saddam met au point des armes de destruction massive, ce doit être vrai. Le président Bush reçoit tout un coup de main d'un allié. Le premier ministre Tony Blair dépose en chambre un dossier des services de renseignement britanniques qui vient appuyer la thèse des Américains. As the report we published at the weekend makes clear, and which I've placed in the library of this house, there is a huge infrastructure of deception and concealment designed to prevent the inspectors from doing their job. Le contenu du dossier est présenté comme une preuve incontestable. Mais en fait, c'est un ramassis de documents trouvés à la hâte sur Internet. Et sa principale source est cet article, écrit par un jeune universitaire américain d'origine irakienne. Ibrahim Al-Marashi est de retour d'Oxford en Angleterre et poursuit maintenant ses études en Californie. Il sursaute lorsqu'on lui demande depuis quand il travaille pour le gouvernement britannique. Puis, il compare le rapport de Blair avec son article. C'était presque du mot à mot. Ils ont même reproduit les fautes de grammaire. Et c'était présenté comme le fin mot du renseignement britannique. Le gouvernement Blair va même plus loin. Il change le sens du texte d'Al-Marashi. On remplace « groupe d'opposition dans les pays voisins » par « groupe terroriste ». Et surveille les ambassades irakiennes à l'étranger, devient « espionne les diplomates irakiens à l'étranger ». I would call my colleagues' attention to the fine paper that the United Kingdom distributed yesterday, which describes in exquisite detail Iraqi deception activities. Le lendemain, le secrétaire d'État américain Colin Powell brandit le document britannique devant le Conseil de sécurité des Nations unies. The fact that it's arguing to go to war, but this is now reaching the top echelons of international politics. C'est un argument en faveur de la guerre, et voilà que ça atteint les plus hautes instances politiques internationales. Le secrétaire d'État américain cite ce document des services secrets britanniques, qui est en fait un article que j'avais écrit dans un café. Leaving Saddam Hussein in possession of weapons of mass destruction for a few more months or years is not an option. Not in a post-September 11th world. À Bagdad, Ammar Saïb voit le discours de Powell à la télé et le croit sur parole. Il jubile. Nous étions heureux. On croyait vraiment que Powell et les États-Unis voulaient débarrasser l'Irak de Saddam. Nous attendions impatiemment l'arrivée des forces américaines. On se foutait pas mal du prétexte des armes de destruction massive. Mon père, qui travaillait dans l'armée, savait que ce n'était pas vrai. Mais mes amis et moi, on croyait qu'il en possédait vraiment. Mais pour le photographe Ken Jareski, qui avait si bien contourné la censure lors de l'opération Tempête du désert, le discours de Powell, c'est du déjà-vu. Quand Colin Powell a pris la parole aux Nations Unies, c'était joué d'avance. Nous étions déjà sur le sentier de la guerre. Tout le monde piaffait d'impatience. Je me suis dit, ça y est, ça y est. Here we go. Here we go. My fellow citizens, at this hour,
American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Cette guerre d'Irak sera très différente de celle du Golfe et de l'Afghanistan. Bien que la propagande de Washington ait réussi à convaincre le peuple américain, peu de pays se sont ralliés à la cause de George W. Bush. Il y a une sorte de paradoxe, parce que la propagande américaine, à l'échelle mondiale, elle a échoué. Même les principaux alliés des États-Unis, les alliés traditionnels comme la France, le Canada, la Belgique, ne veulent pas aller en guerre contre un pays dont ils savent qu'il n'a pas d'armes de destruction massive. La vedette de football, Pat Tillman, ne reste pas insensible face à cette opposition à la guerre. Il s'était enrôlé pour aller combattre Oussama Ben Laden en Afghanistan. Il apprend maintenant qu'il sera envoyé en Irak. En bon soldat, il accepte de partir, mais il est profondément troublé. Presque tous les chefs d'État dénoncent cette invasion, comme beaucoup de voix qui s'élèvent dans le monde. J'en suis venu à croire que cette invasion n'est pas justifiée, que c'est plutôt un caprice impérialiste. Mon frère et moi avons accepté de jouer le jeu. Nous allons faire notre devoir, que nous soyons d'accord ou non. J'aimerais que l'enjeu de cette guerre ne soit pas que le pétrole, l'argent et le pouvoir. Mais je doute que ce soit le cas. Au lendemain du 11 septembre 2001, le monde entier s'est rallié aux Américains pour appuyer la guerre au terrorisme. Mais en quelques mois à peine, ce vaste capital de sympathie est dilapidé par une campagne de propagande trompeuse qui non seulement mine la crédibilité de l'administration Bush, mais sert la cause d'Al-Qaïda. Ils sont de plus en plus nombreux dans le monde musulman à croire que Ben Laden a raison de dire que les États-Unis sont en guerre contre l'islam. C'est cela le terrorisme. C'est le fait d'inculquer la peur par tout moyen. Le fait de faire peur est un acte majeur et très grave parce qu'on sait que la peur est instinctive et elle nous fait réagir de façon malheureusement primitive. Donc si quelqu'un, par une quelconque action, inculque la peur et la terreur, eh bien il modifie immédiatement la pensée de l'individu, il modifie son comportement et ses réactions. Donc le terrorisme est dangereux pour cela. Il n'est pas dangereux à cause des victimes qu'il fait, il fait moins de victimes que les accidents de la route, il n'est pas dangereux à cause des armes, il est dangereux parce qu'il change foncièrement la psychologie des individus, des humains.